Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Philippe Drowski, psychologue clinicien, co-auteur du livre La psychologie clinique face à la crise écologique. On verra ce qui se cache derrière l'expression un peu fourre-tout d'éco-anxiété. Dans notre débat, on va parler ensemble de la situation des épiceries solidaires qui distribuent chaque année l'équivalent de 40 millions de repas. Vous découvrirez les résultats de l'Observatoire 2025 des épiceries solidaires. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Mundao et ses couches compostables. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Philippe Drowski. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes psychologue clinicien, co-auteur de ce livre, La psychologie clinique face à la crise écologique, livre publié aux éditions InPress. Pourquoi vous l'avez écrit? À qui il s'adresse, ce livre? Bonjour, merci de me recevoir. Alors c'est un livre effectivement collectif avec 11 co-auteurs aussi. Donc en fait c'est un livre qui s'adresse à la fois aux professionnels de la santé mentale et à tous ceux qui s'intéressent à la question de la psychologie et de la crise écologique. Voilà, c'est un petit peu le public à qui il s'adresse, avec effectivement plutôt des professionnels de la santé mentale, des psychologues, des psychiatres. Voilà. On va évidemment beaucoup parler d'éco-anxiété, expression peut-être un peu fourre-tout. De quoi on parle? De quoi s'agit-il? C'est une bonne question parce que c'est un terme qui, en fait, à la base, n'est pas un terme scientifique, qui ne vient pas du champ de la santé mentale, mais qui est un terme inventé par une journaliste dans les années 90 et qui pose effectivement des difficultés sur le plan presque sémiologique parce qu'il définit finalement quelque chose de très divers. Alors, aussi bien un citadin qui voit ses informations défiler sur son smartphone sur la crise écologique, qu'un agriculteur qui subit les sécheresses ou des catastrophes dans d'autres pays. Donc en fait, il pose une vraie difficulté. Nous, dans le livre, on parle plutôt de la question de l'angoisse, qui nous paraît, sur le plan scientifique, beaucoup plus solide, et donc de définir les différents niveaux d'angoisse qui sont suscités justement par la question de la crise écologique. Voilà. C'est quoi ces niveaux d'angoisse? Ça peut aller jusqu'à une espèce de paralysie face à ces enjeux? Oui, c'est-à-dire qu'il peut vraiment se mobiliser des angoisses d'effondrement très fortes chez certaines personnes, comme en fait des angoisses qui sont plus élaborées, par exemple des angoisses de perte, c'est-à-dire effectivement de quoi demain sera fait, qu'est-ce qu'on va perdre dans la société future, est-ce qu'il va y avoir des régressions sur le plan social, enfin ce genre de choses. Et donc ça définit du coup des modes de fonctionnement très divers du coup. Ouais, alors je vais quand même reprendre l'expression d'éco-anxiété qui est la plus communément admise pour voir que dans le monde il y a 30% des humains qui déclarent ressentir de l'angoisse, je reprends votre mot, quand ils pensent au changement climatique. C'est intéressant de voir les variétés, 47% en Asie, 19% en Europe. Comment on explique finalement qu'on soit un peu moins angoissé en Europe? Il y a moins de catastrophes climatiques, elles sont moins violentes qu'en Asie. Comment vous l'expliquez ça? Il me semble qu'il y a une réalité qui est, quand on parle de la crise écologique, la question de l'expérience sensible liée à la crise écologique. C'est-à-dire que ce n'est pas effectivement la même chose d'avoir des informations. Finalement, beaucoup d'Européens sont assez peu impactés par la question de la crise écologique, alors qu'il me semble que dans des pays asiatiques, il y a vraiment des pays dont, par exemple, des migrants climatiques commencent vraiment à exister. Et donc, il y a cette dimension qui, je pense, est beaucoup plus sensible. Et donc, en tant qu'être humain, on croit d'une certaine façon ce qu'on voit, on croit ce qu'on voit d'une certaine façon. Effectivement. Donc ça, les conséquences de cette angoisse ou de cette éco-anxiété, je parlais de paralysie. En quoi, pour l'environnement, le fait de ne plus ou d'avoir moins peur de l'avenir, c'est souhaitable? Vous voyez le sens de ma question? Qu'est-ce que ça peut déclencher finalement de réduire ce niveau d'angoisse ou d'éco-anxiété? C'est une question très importante parce qu'on pourrait se dire l'un des mécanismes de défense
une espèce d'adaptation par rapport à cette situation serait de dénier ou de ne pas être anxieux ou de ne pas être angoissé par cette situation. Ce qui rejoint peut-être la question du climato-scepticisme aussi. On va en parler ensemble, bien sûr. On parlera peut-être. Mais donc ça, on va dire que ça c'est un espèce de mécanisme de protection. Mais d'une certaine façon, il y a quelque chose qui est paradoxal. C'est que plus on se protège de ça, plus on dénie la réalité de ce qui se passe. Donc il y a une espèce de paradoxe là qui n'est pas non plus complètement satisfaisant. Donc, et d'ailleurs, c'est une des critiques qu'on peut émettre à certains moments à l'endroit de certaines approches de la psychologie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des stratégies de coping, d'adaptation. Ça, c'est beaucoup étudié dans certains, notamment dans le monde anglo-saxon, mais c'est aussi des stratégies d'évitement de la réalité de ce qui se passe et de la réalité systémique de ce qui se passe. Donc, c'est voilà. Mais il y a un phénomène psychologique qui, moi, alors je ne sais pas si c'est psychologique, mais en tout cas, ou sociologique, qui moi, me frappe, c'est que malgré la répétition des catastrophes climatiques, notamment en Europe, il n'y a pas forcément une prise de conscience ou une volonté de se mettre en action immédiatement déclenchée. Comment vous l'expliquez, ça ? Alors, ça peut même provoquer un regain de complotisme ou de climato-scepticisme, une catastrophe. Alors, ce qui est marquant, vous soulignez quelque chose de très juste, c'est que les études, il y a une dernière étude de l'IPSO qui est parue en 2022 qui montre en fait que le taux de climato-sceptiques dans la société n'a pas bougé depuis les 20 dernières années. Ça reste complètement constant. Donc en fait, les informations sur le sujet n'ont aucun impact scientifique et l'information n'a pas d'impact. Alors il y a de multiples raisons pour lesquelles je pense ça existe. Alors je pense qu'il y a 3 éléments qui me paraissent importants. On parlait de la question sensible, c'est-à-dire est-ce qu'on vit l'expérience au quotidien, c'est-à-dire quand je prends ma voiture, je vois pas les arbres mourir autour de moi. Donc ça, c'est Marco Ligori qui dans l'ouvrage parle, Alexandre Sinanian qui parle d'écart prométhéen, c'est-à-dire l'écart entre les technologies et puis l'impact que ça a sur l'environnement. Donc ça, il y a une dimension comme ça. Et puis on est aussi une espèce qui naît de façon très immature au monde. Et donc on a construit une espèce d'enveloppe technique auquel on a, je pense, aussi beaucoup de difficultés à renoncer d'une certaine façon. Et donc ça, ce sont des éléments qui, je pense, ont des impacts sur notre capacité à pouvoir concevoir ce qui est en train de se passer pour nous, d'une certaine façon. Et alors, il y a évidemment, vous nous le disiez, le livre, il est à destination notamment des professionnels de santé qui sont confrontés à alors là, je parle des Français, des Françaises, des Français qui arrivent en disant, voilà, je suis angoissé, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il faut que vous changiez certains outils d'analyse pour être plus efficace face à ça ? Exactement. Alors, c'est aussi un des objectifs, c'est-à-dire, pour bien faire face à un problème, il faut bien se le représenter d'une certaine façon. Et comme je vous le disais précédemment, il nous semble que les modèles qui sont beaucoup utilisés sont des modèles qui sont basés sur la psychologie du stress, c'est-à-dire il y a un stress extérieur, la crise écologique, et on y répond avec des schémas comportementaux. Et en fait, ça nous apparaît comme une sorte d'écueil. Et donc, l'un des objectifs là, c'est de créer des modèles qui viennent à la fois, qui s'appuient sur la psychologie, sur la psychanalyse, mais aussi sur une approche un peu transdisciplinaire du côté de la sociologie, de l'anthropologie, pour essayer de créer des modèles pour mieux se représenter le problème. Donc, ce qui est déjà un élément central. Et puis après, il y a toute la question de le travail, notre travail de clinicien, c'est un travail sur le lien entre les êtres humains. Et donc, ce qu'on évoque aussi là-dedans, c'est que c'est une crise systémique qui ne concerne pas que l'environnement, mais aussi le rapport que les humains ont entre eux. Et que ça, c'est une dimension absolument centrale aussi. Est-ce que le fait de passer à l'action, ça peut être un moyen de réduire ou de dégager cette angoisse environnementale ? Alors oui, complètement. C'est même l'une des principales ressources que l'on a quand on est angoissé de passer à l'action. Ça abaisse l'angoisse. Et en même temps, c'est là où il y a une difficulté, c'est que on est presque malade dans notre société peut-être de passer trop à l'action, c'est-à-dire de vouloir absolument toujours régler les problèmes, et qu'il y a, je pense, une double dimension, c'est la question de l'action et puis la question de la réflexion. Et donc ça, on revient sur la construction de ces nouveaux modèles de compréhension de comment nous, en tant que psychologues, que psychiatres, on peut penser ces questions-là et comment on peut les appréhender d'une façon un peu systémique et globale. Le mois prochain, à la mi-mars, il y a l'Université de la Terre qui se tient à Paris, à l'UNESCO. Le président, qui était notre invité dans une précédente émission, disait on va parler notamment de reconnexion à la nature. Oui.
Oui, c'est un peu cette question-là, peut-être, moi je dirais presque de reconnexion aux vivants et aux autres d'une certaine façon, c'est-à-dire à la fois à la nature et puis aux autres êtres humains. C'est-à-dire qu'on voit que cette crise-là, elle s'inscrit aussi dans une crise, par exemple, des institutions sociales, du lien dans la société. Enfin, il y a toute cette dimension qui, à notre sens, participe exactement de la même logique, finalement. Paradoxe d'une société hyper connectée, mais où les liens entre les humains sont peut-être en train de se fragiliser. Merci beaucoup Philippe Drewski, et je rappelle le titre de ce livre collectif, la psychologie clinique face à la crise écologique, publié aux éditions InPress. Merci encore. Merci. On passe à notre débat, on va découvrir ensemble l'Observatoire 2025 des épiceries solidaires. Les épiceries solidaires au programme de notre débat avec Yann Auger, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général d'Andes. Thierry Baron, bonjour. Enchanté. Trésorier de Solidaïa Épicerie Solidaire, qui est membre de ce réseau. Vous nous le présentez en quelques mots, Andes, réseau d'épiceries solidaires? Bien sûr, donc en quelques mots, Andes, c'est un réseau d'épiceries solidaires, vous l'avez dit, qui fédère 625 structures de ce type qu'on va vous présenter, présente dans toute la France, dans toutes les régions, en Outre-mer, et qui développe donc un concept tout à fait spécifique d'aide alimentaire participative. Donc ce sont des épiceries qui sont dédiées à des personnes en situation de précarité, mais qui se présentent comme des commerces ordinaires, avec des rayons garnis, un grand choix de produits, et les personnes orientées par des travailleurs sociaux qui accèdent à l'épicerie viennent y faire leurs courses, choisissent leurs produits et payent en général entre 10 et 30% de la valeur. Mais il y a quand même l'acte de payer. Exactement, ça fait partie du concept. L'idée de préserver la dignité des clients bénéficiaires de l'épicerie, de respecter leur goût, leur choix. Donc, ils choisissent les produits dans une offre de qualité et effectivement, ils payent un petit peu en sortie, comme dans un commerce ordinaire. Tout ça dans le but de sortir, enfin, ou en tout cas de ne pas se retrouver dans des situations un peu stigmatisantes pour les bénéficiaires qui viennent dans ce type de dispositif. Thierry Baron, double question, où se trouve votre épicerie Solidaïa? Et puis, pourquoi cette dimension-là de finalement payer, même peu, elle vous semble importante? Elle se trouve, l'épicerie, donc dans le 13e arrondissement de Paris, donc aux alentours de la place de Rungis, pour ceux qui connaissent. Pourquoi cette dimension? Je crois que moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Yann. Ce qui est fondamental, c'est cette notion de dignité humaine. Il y a un point que Yann n'a pas évoqué, c'est que dans le dispositif des épiceries sociales et solidaires, les personnes sont là pour un laps de temps. Elles ne sont pas là ad vitam aeternam. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de notre structure, les personnes viennent pour 6 mois, renouvelables une fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes viennent avec un projet. Alors un projet, ça peut être effacer une dette, ça peut être passer un cap, vous avez eu une maladie, vous avez perdu votre emploi, ou vous êtes dans une situation un peu compliquée. Et donc, à ce moment-là, les personnes ont besoin justement de reprendre, je dirais, des forces, pas que simplement des forces en s'alimentant correctement, parce que bien évidemment, on met un point d'honneur à ce que l'alimentation qui soit fournie soit une alimentation de qualité, mais c'est aussi, et par le fait de les responsabiliser sur l'acte d'achat, de leur donner le choix, de ne pas être là en leur imposant ce qu'ils ont à prendre, finalement, on organise ce sas. Et c'est fondamental. Le modèle des épiceries solidaires, ce n'est pas un modèle de grande précarité. Oui, on l'a bien compris. L'Observatoire 2025 des épiceries solidaires, Yann Auger, que vous avez lancé. Pourquoi et peut-être quelles leçons principales vous en retirez? Alors pourquoi? Parce que les épiceries sont des structures extrêmement diverses dans leur mode de fonctionnement, qui se retrouvent sur un certain nombre de grands principes communs. Mais donc on avait besoin de mieux qualifier, de mieux identifier toutes ces pratiques, premièrement, qui peuvent être très différentes, qui dépendent de plein de paramètres. Et puis d'autre part, on est sur une matière vivante. On est sur le secteur associatif, un petit peu éprouvé par certains facteurs qui le fragilisent. Et donc on voulait prendre un petit peu la température
de nos épiceries sur le terrain. Et donc, quelle leçon principale vous en retirez de cet observatoire ? Alors, on est conforté dans les grands éléments de compréhension du fonctionnement de ces épiceries et de leur situation. Pour aller vite, on en a un quart qui annonce quand même être très fragilisé par tous les facteurs que vous imaginez et que je peux résumer très brièvement. On a des baisses de dons de produits, puisqu'une bonne partie de l'approvisionnement vient de dons. Donc ça, on est sur une tendance à la baisse. On a des subventions soit qui stagnent, soit qui baissent un petit peu dans le cas de certaines collectivités et qui fragilisent fortement les épiceries. Et puis, dans les grands enseignements, il y a bien sûr une confirmation des grandes catégories de population qui sont amenées à fréquenter ce type Donc ça veut dire que ce modèle, il est un peu sous tension, si je comprends bien. C'est un modèle qui est, comme tout le secteur associatif, sous tension, comme tout le secteur de l'aide alimentaire d'ailleurs. Il n'y a pas que les épiceries, du fait de ces facteurs. Certains ont parlé d'effet cocktail ou d'effet ciseaux liés au fait qu'on a de plus en plus de bénéficiaires, nous plus 50% depuis 2019, donc des bénéficiaires plus nombreux, des dons de produits qui baissent, des achats plus coûteux pour compenser les produits que l'on n'a pas en don et qui coûtent bien plus cher que par le passé, et puis des subventions qui stagnent ou qui sont fragiles. Donc oui, c'est un modèle qui est fragilisé, qui s'en sort pas trop mal. Mais qui est fragilisé. On a compris la leçon principale, on va dire, de cet observatoire, avec ce chiffre, un Français sur 6 qui ne mange pas à sa faim. Je veux bien votre retour d'expérience, Thierry Baron, sur cette demande plus forte. Qui vient chez vous ? C'est plutôt des familles, c'est plutôt des étudiants ou des jeunes en situation de précarité ? Alors, on a une proportion de familles monoparentales qui est certainement en surreprésentation par rapport à la population. Donc beaucoup de femmes seules aussi. Beaucoup de femmes seules avec enfants. On a une sous-représentation des travailleurs, travailleurs en CDI. On a vraiment une sous-représentation par rapport au reste de la population. C'est logique, en même temps ça nous tracasse, parce qu'on se dit que les personnes qui subissent un accident de vie, on les prend pas peut-être assez tôt pour leur donner toutes les chances de remonter. Et alors les étudiants, je ne vous fais pas un dessin. Sur Paris, il y a eu quand même beaucoup de communication, enfin sur Paris et sur la France. Et on accueille aujourd'hui, je vais vous donner des chiffres, nous on accueille à peu près 130 familles chaque semaine. Sur ces 130 familles, donc ça fait en gros 400 à 500 personnes qu'il faut nourrir toutes les semaines. Et on a une proportion d'étudiants qui est aujourd'hui à peu près d'un quart et qui est en croissance. Ça veut dire, Yann Auger, qu'il y a des épiceries étudiantes même spécifiques qui se sont créées ou qui sont plus nombreuses qu'avant ? Absolument, il y en a plus d'une cinquantaine dans le réseau. Leur nombre a été multiplié par près de 3 en quelques années. Donc il y a des modèles spécifiques qui se mettent en place pour répondre à des besoins particuliers. Et effectivement, ces épiceries étudiantes en font partie. Elles peuvent être sur les campus ou en dehors, tenues par des étudiants pour les étudiants ou pas. Il y a d'autres approches possibles, mais oui, c'est un modèle qui est en plein boom parce que les besoins sont hélas très importants. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé ni l'un ni l'autre, c'est le mot inflation. Et je veux bien avoir votre ressenti, parce que là, aujourd'hui, les chiffres macroéconomiques nous disent qu'on est en train de gagner la bataille. Comment vous le ressentez à la dimension d'une épicerie solidaire, à la fois pour vous fournir en produits, et puis dans ce que vous disent les femmes, les hommes qui viennent chez vous? Oui, sur les deux aspects, le constat est le même. Effectivement, on est sorti du pic inflationniste, mais bien sûr, on reste à un niveau de prix extrêmement élevé qui met une bonne partie de la population en grande difficulté. Donc ça, on le ressent dans la fréquentation des épiceries. Et par ailleurs, vous l'avez dit, ça a un impact sur la capacité à nous approvisionner, puisque en gros, on paye 20% plus cher qu'il y a quelques années sur tous les produits. Et il y a de moins en moins de dons. Vous êtes obligé de plus en plus d'acheter, si j'ai bien compris. Exactement, c'est l'équation, c'est la grande équation qui nous occupe toute l'année. Je pense que Thierry pourra donner un témoignage à l'échelle de son épicerie. C'est le sujet clé pour les épiceries et pour tout le secteur de l'aide alimentaire. Il y a moins de dons
effectivement. C'est-à-dire vous achetez de plus en plus de produits alimentaires pour pouvoir faire tourner l'épicerie. Je vais vous donner des chiffres, je crois que c'est plus simple. Il y a 3 ans, alors on va distinguer les approvisionnements. Il y a 3 types d'approvisionnement. Il y a ce qu'on appelle les dons, proprement dit, c'est-à-dire, tout le monde a vu les collectes dans les supermarchés. Tout le monde ne sait peut-être pas, mais il y avait aussi des produits qui étaient un peu en fin de vie, qui étaient ramassés dans les supermarchés. Donc des produits qui sont tout à fait consommables, mais en fin de vie. Ensuite, vous avez une partie de produits qu'on pouvait récupérer avec des coûts logistiques. Je ne vais pas rentrer dans nos jargons. En gros, des plateformes de dons ou des structures telles que la banque alimentaire, où vous achetiez des produits, mais vous ne payiez que la partie logistique. D'accord. Et puis la partie achat. Quand vous ne trouvez pas les produits, il faut acheter. Alors, il faut acheter comme un supermarché va acheter. Grâce à Andes, on a accès à des plateformes de supermarchés où on peut acheter au même tarif que les commerces vendent. D'accord. Simplement, vous vous rappelez que nous, on vend à peu près à 20%. Mais oui, donc de toute façon, on est cuit là-dessus. Et cette partie-là cette partie-là, elle représentait, je dirais, 20 à 30% des apports il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est 45% pour nous, dans notre épicerie. Donc ça veut dire que votre modèle économique, c'est pas le bon terme, mais que le budget, vous est sous tension. De mal à le boucler, quoi. Le budget est sous tension. Et en plus, on est sur un paradoxe, c'est que le budget est sous tension. La population étant elle-même sous tension, on n'a pas forcément revu nos prix à la hausse. Et les prix qu'on avait, nous, il y a 2 ans, on ne les a pas bougés. Et je crois que dans le réseau des épiceries solidaires, c'est le cas de beaucoup d'épiceries de ce type-là. Et les gens ont moins de moyens aussi pour acheter. Donc on est vraiment dans une situation qui est compliquée. Et il nous reste 1 minute, ça passe trop vite, mais ça veut dire, Yann Auger, qu'on peut lancer un appel à des entreprises, à des commerçants localement pour finalement aider les épiceries solidaires. Exactement, pour aider les épiceries, il y a plusieurs leviers possibles. Il y a effectivement la recherche, bien sûr, de dons de produits, on en a parlé, mais bien évidemment la recherche de dons en numéraire, que ce soit par les entreprises sous la forme de mécénat ou de dons financiers par les particuliers. Et puis j'en profite pour dire aussi qu'on est en permanence en recherche de bénévoles. C'est très important pour faire fonctionner nos structures. Voilà, ça fait partie des quelques axes sur lesquels on peut envoyer un message aux spectateurs, nous aider. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas, notre rubrique Startup. Notre invitée est avec nous en duplex de Bordeaux, Stéphanie Mazet, la cofondatrice de Moondao. Bonjour. Vous l'avez créé en 2015 avec votre mari Étienne Mazet. Et avec quelle idée? Racontez-moi. Écoutez, l'idée, c'était de développer et de commercialiser la première couche bébé compostable industriellement, avec l'idée de faire de la couche bébé non plus un déchet, mais une ressource, et de pouvoir valoriser ce déchet qui est plein de matière organique et qui aujourd'hui est enfoui ou incinéré. Donc l'idée, c'est de le sortir des ordures ménagères pour aller faire du compost ou du biogaz, via le compostage industriel ou la méthanisation. Bon, alors il y a l'idée, et puis ensuite il y a la réalisation. Combien d'années de recherche et développement, vous en êtes où ? Oui, tout à fait. Comme vous dites, on est parti donc de l'idée et on a mis en place tout un processus de R&D avec un réseau de partenaires, des ingénieurs, l'université, des industriels, notre fabricant de couches. Et pendant 5 ans, on a essayé des choses. On a travaillé à l'éco-conception de notre couche, c'est-à-dire remplacer les matériaux pétrosourcés par des matériaux biosourcés et compostables industriellement. Donc ça, c'était une partie du travail, la R&D technique. Et puis ensuite, il y a une partie de R&D plus opérationnelle pour mettre en place les filières d'utilisation et de valorisation de notre couche. Et là, on travaille avec des territoires, avec des communes, avec des villes, des agglos, des métropoles pour proposer nos couches dans les crèches municipales, également quelques crèches privées. Et on construit toute la filière de valorisation qui va permettre de trier la couche, de la collecter et ensuite de l'amener sur les plateformes de compostage industriel pour faire aujourd'hui le compost qui est produit et qui retourne au sol. Je voudrais qu'on comprenne l'enjeu principal. Ça représente quoi cette montagne de déchets? Alors vous essayez de faire en sorte, on a bien compris que ce ne soit plus des déchets, mais cette montagne de déchets des couches jetables.
Alors les couches bébés, c'est à peu près 6% des ordures ménagères, c'est-à-dire 500 000 tonnes de déchets par an en France. 500 000 tonnes. Ça appartient à la catégorie des textiles sanitaires à usage unique, donc des produits d'hygiène jetables, tout plastique. Et aujourd'hui, ces déchets sont enfouis ou incinérés. Donc, il faut savoir également que c'est la catégorie de déchets qui augmente le plus aujourd'hui. On a des solutions pour les biodéchets, on a des solutions pour le recyclage des plastiques, des cartons, etc. Mais les textiles sanitaires à usage unique aujourd'hui n'ont pas de solution de valorisation. Donc sortir les couches bébés, ça permet de trouver une solution à 6% des déchets. Donc avec un seul produit, l'impact est vraiment significatif. Ouais. Et donc c'est un levier majeur. Et donc cette logique, vous avez commencé à l'expliquer, il faut créer une filière en fait, c'est ce que vous avez dû faire. Parce qu'il n'y avait pas de filière de récupération des couches usagées, quoi. Malheureusement, non, ça n'existait pas. Donc, c'est vraiment le travail qu'on a mené avec nos premiers clients, les territoires pionniers qui ont utilisé Popotine, puisque c'est le nom de notre couche. Donc, dans les villes de Bordeaux, dans les villes de Lyon, dans les villes de Poitiers, on a travaillé en mettant en place avec les crèches municipales, donc l'utilisation de la couche dans les crèches. En crèche, ça n'implique pas un grand changement en fait. Les professionnels doivent juste trier la couche dans une deuxième poubelle. Donc il y a une deuxième poubelle dans les salles de change pour les couches compostables. Et ensuite, le collecteur vient récupérer ces poubelles de couches compostables, triées et usagées. Et on monte ces réseaux de collecte avec des acteurs de la collecte locaux, que ce soit des entreprises, des associations, des entreprises d'insertion comme la Croix-Rouge Insertion par exemple. Et ensuite, on a identifié et monté des partenariats avec des acteurs de la valorisation, donc qui compostent déjà par exemple les biodéchets, les bouts de stations d'épuration. Et eux, ils vont mettre en place le processus de compostage pour avoir un compost de qualité qui puisse retourner au sol. Ça veut dire que vous n'avez que des clients B2B ou alors des particuliers, des jeunes couples qui viennent d'avoir un enfant peuvent acheter votre couche compostable ? Alors le B2C, c'est la prochaine étape. Aujourd'hui, on est vraiment en déploiement auprès des crèches municipales et des crèches privées. On a quelques clients de gros groupes de crèches privées. Et on a commencé par les crèches parce qu'en quelque sorte, il y a beaucoup de couches usagées au même endroit, donc ça a facilité les collectes. Et donc on a commencé par ce B2B et l'utilisation en crèche publique pour ensuite mettre les filières de valorisation. Et la prochaine étape, comme vous l'avez dit, ce sont les familles, puisque 85% du déchet couche est dans les familles. Donc pour avoir un vrai impact sur les ordures ménagères enfouies ou incinérées, il faut aller chercher ce gisement. Donc ça, c'est l'étape sur laquelle on est en train de travailler pour proposer les couches aux particuliers et imaginer de la collecte en point d'apport volontaire, comme par exemple cela est en train de se mettre en place avec les biodéchets dans la plupart des villes françaises. Merci. Mais l'impact significatif sera auprès des familles. On l'a bien compris. Merci beaucoup Stéphanie Mazet. Bon vent à Mundao. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de nous suivre et de votre fidélité à Be Smart for Change. Salut.